La Caudeville, bonjour. Alors, tu as 46 ans, tu habites à Perpignan, tu nous viens d'Amiens. Ouais. Tu aimes la philosophie, la musique notariale, de ce que tu disais la dernière fois, Ouais. et surtout ta ville Perpignan, puisque tu as monté en 2005, après les émeutes que l'on a connues à l'époque, l'archipel contre-attaque. Est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de l'archipel contre-attaque? Alors, j'ai monté l'archipel contre-attaque il y a 10 ans en fait, donc c'était en 2009, parce que c'était après le premier tour, je soutenais à l'époque Jacqueline Amiel-Donat, et je sentais que les socialistes avaient trahi Jacqueline. Enfin, on dit pas les socialistes ont trahi Jacqueline, on dit les socialistes, sinon c'est redondant. Et ce qui s'est passé, c'est que je me dis qu'il faut aller créer un contre-média pour informer différemment. On a débuté avec des parodies d'Alduy, donc on avait mon frère qui a commencé, on a commencé d'abord avec des mélanges de Jean-Paul Alduy et John Rambo, par exemple. Jean-Paul Alduy, c'est arrivé près de chez vous. Enfin, Jean-Paul Alduy, Mad Max, on s'est bien marré. Et voilà, quoi, c'était lancé. Ouais, bah alors justement, parce que nous on constate qu'à l'époque tu as été très critique à l'égard de la municipalité, de Jean-Paul Alduy, des adjoints à la culture, enfin de tout ce personnel finalement de la municipalité. Mais maintenant, il y a une espèce de nostalgie dans l'archipel contre-attaque qui fait que quand tu invites par exemple sur ton plateau Jean-Paul Alduy, tu es beaucoup plus, non pas complaisant, mais en tout cas, t'oses peut-être moins. Non, absolument, je suis absolument complaisant avec Jean-Paul. Et je vais expliquer pourquoi. Je ne vais pas dire je suis un peu complaisant, je suis totalement complaisant avec Jean-Paul Alduy. Pourquoi? Parce que Jean-Paul Alduy n'est plus un ennemi maintenant, vu qu'il a passé la main. L'adversaire politique, c'est Jean-Marc Pujol. Et si Jean-Paul Alduy me dit du mal de Jean-Marc Pujol, c'est mon meilleur ami. Voilà. D'accord, mais bon, c'est quand même lui qui l'a placé, qui a démissionné pour mettre en place Jean-Marc Pujol et son équipe. Oui, et alors, mais c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que moi, je travaille au présent. Je suis pas historien, je suis historien de formation, mais là, dans ce qui m'intéresse, c'est le présent, voir l'avenir. Donc, si mon ami Jean-Paul peut chemiser des balles pour percer la cuirasse de sa créature Jean-Marc Pujol, puisque qu'est-ce que c'est que Jean-Paul Alduy, c'est le baron Victor Frankenstein dont la créature s'est échappée, eh bien, moi j'invoque des diables pour mieux combattre mes ennemis. Ça m'a jamais dérangé. Et justement, tu parles d'avenir, mais je voulais savoir quel est ton sentiment sur le train des primeurs. Alors, quelle a été, d'après toi, la gestion par la ministre et notamment par la municipalité et les candidats à l'élection municipale de ce feuilleton? Alors, on parle de mettre 20 camions pour remplacer un train. 20 000 camions par an. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors déjà, il faut replacer le truc dans le contexte. On est sur une histoire d'économie d'import-export des fruits et légumes, d'une histoire de logistique. Avant, il y avait 4 camions, enfin 3 camions et demi, 4 trains et demi, ils en mettaient un à disposition quand il y avait du surplus. Bon. Mais le cœur de l'économie, c'est Saint-Charles. Et pour Perpignan, Saint-Charles, c'est son poumon économique absolu. Et donc, si le dernier train part, eh ben, l'utilité de Saint-Charles en tant que lieu d'éclatement des marchandises, on passera par ailleurs. Ils passeront de Barcelone, puisque Barcelone, d'ailleurs, propose déjà une via ferroviaire depuis chez eux, donc Barcelone, Rungis, sans passer par Perpignan. Donc c'est là que c'est dangereux. Deuxièmement, c'est la politique en général de la SNCF qui, faisant plus de bénéfices avec ses filiales camions, comme Géodis, privilégie le camion et plus le fret, en disant ça coûte cher, etc. Bon, ça c'est l'absurdité des technocrates, comme disait Coluche. Technocrates vouloir passer le Sahara, dans 2 ans de cela, ils ramènent du sable du Gobi pour combler le désert. Bon, ben là, c'est typiquement la même histoire. Donc Guillaume Pépi déconstruit le concept de transport ferroutier. D'accord, mais il y a quand même un argument économique derrière. Est-ce que la ligne était vraiment si rentable que ça? Ben oui, elle est rentable. Le discours libéral, dire c'est rentable, c'est pas rentable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le camion et le bateau, si tu fais tout le compte de ce que ça coûte en vrai, c'est-à-dire la pollution, l'usure
des moyens de transport, etc., eh ben, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paie pour le camion. Si tu comptes les maladies qui vont avec, dues à la pollution, etc., si tu fais un calcul global et pas tu dis que je paye pas, c'est comme l'avion. S'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, évidemment l'avion coûte moins cher que le train. Mais à un moment donné, c'est une question de paramètres non réels qui ont été fixés. Le libéralisme considère que on n'a pas le droit de taxer ci, ça, alors que ce qui coûte plus cher, c'est ce qui n'est pas taxé. Et là, en l'occurrence, parce que le train, on ne paye pas plutôt le camion au prix que ça vaut, ça fait que c'est moins cher de faire du camion. Mais en fait, c'est toujours ce qui est gratuit en apparence, c'est toujours plus cher. C'est pour ça que le train est plus efficace et moins cher. Et qu'est-ce que tu penses de la position d'Olivier Amiel que tu as interviewé il y a 2 ou 3 jours, où il expliquait que pour lui, ça devait aller jusqu'au bout et qu'on ne pouvait pas faire autrement en fait. Et toute l'amitié et la tendresse que je peux avoir pour ce garçon, mis à part, je pense que soit il n'est pas cohérent avec lui-même, parce qu'il se dit justement interventionniste d'État, donc gaulliste social, et donc un gaulliste social comprend, il m'a sorti l'argument du marché, que c'était moins cher, le marché, ou de la concurrence libre et non faussée de Bruxelles. S'il est gaulliste social, il en a franchement rien à foutre, il fera tout pour péter la gueule à ces arguments-là. Donc de 2 choses l'une, soit il est gaulliste social, et le marché et la concurrence libre et non faussée n'est absolument pas son problème, soit il est autre chose que ce qu'il dit, auquel cas, oui, on peut s'intéresser aux desiderata de Bruxelles, à la concurrence, etc. Donc il faudrait qu'il soit cohérent avec sa position, en fait. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait eu la caricature de Seb dans l'Indépendant qui a fait énormément de bruit, qui montre justement Louis Alliot en train de... Alors, oui, Louis Alliot, parce que Louis Alliot a déclaré, il tend la main à la droite atomisée des Républicains. Donc Seb représente un type LR quelconque, on voit juste une étiquette LR, qui fait le salut romain. Voilà. Et Louis Alliot dit beaucoup, plus bas la main, parce que ça rappelle trop le salut fasciste voire nazi. Voilà. Et Louis Alliot s'est énervé là-dessus. Je crois qu'il compte attaquer peut-être même Julien Marion. Mais bon, ça n'ira pas plus loin parce que ça n'en vaut pas la peine, comme disait le chanteur Raphaël. Ne partons pas fâchés. Au-delà de la caricature et du côté un peu pastiche, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça reflète quelque part l'idée des Perpignanais sur laquelle cette idée un peu schizophrène sur laquelle le Front National finalement ça représenterait l'étoile noire, ouais. Mais d'un autre côté, énormément de gens dans le secret des urnes votent finalement pour Alliot parce qu'il y a un certain ras-le-bol et parce que les gens en ont marre. Alors que le discours officiel c'est de dire non, tout sauf le Front National. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Non, alors le discours officiel, il faut voir par qui il est porté. Et les Perpignanais, leur discours n'est pas porté dans les médias, déjà. Ceux qu'on laisse parler dans les médias, c'est les représentants de partis, notamment à gauche, où plutôt de reconnaître qu'on a été tellement mauvais que le vote ouvrier s'est cassé au Front National, on dit ce sont des nazis, etc. Et avec un scrutin uninominal à 2 tours, ça marche encore. La question, d'une part, c'est jusqu'à quand ? Et on verra d'ailleurs aux prochaines municipales si ça marche. Alors là, ils sont en train de se faire peur. Aucun des élus ne parle de programme, que ce soit les élus du conseil départemental qui font un grand débat, quel futur pour les Pyrénées-Orientales. Alors j'ai une réponse, avec vous, aucun. Et ou à la mairie, où on nous dit notre bilan, comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique, notre bilan est globalement positif. Je vis à Perpignan, et si je prends pas des drogues, j'ai pas la réalité augmentée de leur bilan, enfin vu par eux, et donc du coup, je suis pas très satisfait, et preuve en est, un sondage paru dans l'Indépendant nous dit d'une part que 75% des Perpignanais sont contre le fait que le maire Jean-Marc Pujol se représente, que 77% affirment qu'il serait pour qu'il change de politique. Alors, pour un bilan globalement positif,
Alors comme disait notre président qui guérit, Emmanuel, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a de l'amour. Et de ce côté, peut-être que Jean-Marc Pujol a raison. Et alors, il s'est présenté comme président des rassembleurs. Alors oui, les rassembleurs, mais contre lui. Qui c'est qu'il arrive à rassembler aujourd'hui, Jean-Marc Pujol? Parce que justement, on a vu qu'il a retiré les délégations d'Olivier Amiel, et puis avant, il y a eu d'autres adjoints qui sont vus retirer leurs délégations. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il est en mesure de rassembler qui que ce soit? Parce que il y a quand même, on va pas se le cacher, une certaine forme de détestation qui dépasse le clivage politique. Il rassemble Pierre Para quand même, il rassemble Fatima Daïn, il rassemble. Oui, mais lui, visiblement, et ça ressort de... Après, la population est peut-être pas autant enthousiaste que les gens que je viens de citer. Mais lui, il cherche avant tout une alliance avec En Marche. Alors, est-ce qu'il pourrait l'obtenir Alors non, je pense pas. Alors parce que... Alors dans les épisodes précédents, Previously on Romain Gros, c'est une série que tu suis peut-être sur Netflix. Romain Gros, le gars, il est arrivé par Codogniès. Quand il a perdu, Jean Codogniès, donc au municipal, c'était le premier adjoint hypothétique de Jean Codogniès, il a été récupéré par Alduy, qui en a fait un fils spirituel. Et puis, quand Alduy a donné la mairie à Jean-Marc l'a repris comme premier adjoint. Et donc, je ne sais pas s'il a d'ailleurs rejoint ou pas les Républicains à un moment, je crois que oui. Après, il a rejoint En Marche. Je veux dire, il y a une chanson qui s'appelle L'Opportuniste, il retourne sa veste toujours du bon côté. De l'autre, donc, tu as un Pujol qui est macro-compatible, mais qui est gilet jaune en même temps, qui a rejoint la France audacieuse de Estrosi, le maire de Nîmes. Enfin, bon, les deux cacochimes qui sont audacieux, moi j'appelle ça plutôt du culot des vieux, parce que les vieux sont sans filtre, donc ils se permettent des trucs que les jeunes ne seraient pas permis. C'est pour ça qu'il peut être en même temps à cheval, en voiture et jouer au badminton, et donc macro-compatible, gilet jaune, mais en même temps assurer la sécurité. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu crois que le plafond de verre va encore marcher? Parce que c'est l'argument qu'on nous fait toujours entre deux tours, en menaçant les électeurs. Si vous votez Front National, il va arriver ça. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la ville est mieux gérée qu'une ville qui est gérée par le Front National, comme à Béziers, par exemple, alors, sous Ménard? Moi j'ai dit une chose, quand il a fermé les Beaux-Arts, donc Jean-Marc Pujol a fait fermer les Beaux-Arts, j'ai fait un article, et si le Front National avait fermé les Beaux-Arts, qu'est-ce que vous auriez dit? Finalement, à part qu'il n'ait pas le titre de Front National, donc on lui sait d'ailleurs à Jean-Marc Pujol une jeunesse à Occident, il me semble. Donc, qu'est-ce qui le différencie? Il a fait le musée de l'Algérie française sans comité scientifique, qui est un musée de la promotion de la colonisation de la France en Algérie. Moi, je suis pour la colonisation, l'Empire, tout ça, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas un vrai musée, et ça a coûté 500 000 €, plus l'argent chaque année pour la maintenance. Bon, c'est le gars qui, le 19 mars, le jour de l'anniversaire des accords d'Évian, met les drapeaux, que dis-je, à la mairie en Berne, donc le drapeau catalan, le drapeau français et le drapeau européen, alors que personne n'a rien demandé. Donc il est plus un maire pied noir qu'un maire français. Donc la question c'est, finalement, qui c'est lui qui a soutenu l'érection de la stèle à la division Delta au cimetière Nord, donc avec le fameux De Gelde qui faisait péter des bombes dans des cinémas, il y a une môme renard qui a perdu la vue. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise que Loulou, la purge, soit un dangereux fasciste, mais il faut voir à côté de qui on le met. Donc du coup, moi je dirais c'est un dangereux bolchevique, Loulou la purge à côté, parce que qu'est-ce que c'est que Louis Alliot? C'est un RPR qui a mal digéré l'UMP. Voilà, c'est tout. D'accord, mais est-ce qu'il est entouré aujourd'hui d'une équipe qui permette alors, il est entouré d'une équipe. Alors là c'est la surprise. En train de faire. On nous dit qu'il est en train de construire une équipe différente de l'épisode précédent, qui lui permettra peut-être, éventuellement... Ah oui, il y avait quand même des poids lourds, enfin des gens sur qui il comptait, comme Alexandre Bolo par exemple, qui se sont retirés. Il est plus lourdingue que poids lourd, Alexandre Bolo. J'adore Alexandre, mais Alexandre Bolo, c'est un garçon élégant, c'est un dandy. C'est pas un homme politique, il faut pas tout mélanger. On peut pas en même temps avoir... c'est quelqu'un de la société civile, et ça tu peux pas le renier. Parce qu'aujourd'hui les gens... Non, il était directeur de cabinet, là il vient d'ouvrir le Mirabeau, mais société civile, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors déjà, il faudrait s'entendre sur le terme.
c'est quoi société civile? Toi, tu es société civile. Moi, je suis société civile. Mais Alexandre Bollot, il a fait carrière dans la politique jusqu'à présent. Société civile, pour moi, c'est des gens qui ne vont pas la gamelle et qui ne font pas de la politique un véritable métier et qui ont besoin de ça pour manger et donc pour assurer leur réélection. Mais non, mais parce qu'il a des biens, Alexandre Bollot, donc... oui, mais il était jeune face à un Front National qui a beaucoup de, excuse-moi de l'expression, mais de personnes qui sont dégarnies, de vieux et qui sont un peu... Non, mais les vieux feraient ça pour rien au Front National, c'est parce qu'ils ont fermé le club de bridge, il fallait bien faire quelque chose, quoi. Non, il y a des tas de gens qui s'ennuient et qui rejoignent les partis politiques. C'est d'ailleurs pour ça que la politique, en général, parce que on est prompt à dénoncer le Front National, mais les partis politiques, s'ils sont à la ramasse, c'est parce que il y a des années, on le rappelait, j'étais au RPR, le 11 c'est Olivier Amiel, pour justifier que lui il y était, qu'il retournait aux Républicains. Donc du coup, t'as basculé au Front National, quoi. Non, j'ai pas basculé au Front National. Le dernier parti officiellement, c'était avec Olivier Amiel, que j'ai connu à gauche, chez Chevènement. Et j'ai pas changé d'avis. Moi, je reste un gaulliste social. Intellectuellement, je pense que c'est la meilleure voie. Justement, depuis 3 jours, vous nous bassinez avec cette expression de gaullisme social avec Olivier, mais finalement... Non, qu'Olivier bassine, c'est une chose. Moi, je peux t'expliquer. Ouais, mais tu la reprends. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression de gaullisme social qui est un peu à la mode? On a l'impression que c'est une sorte de social-démocratie. Non, ça n'a rien à voir. Alors, vas-y, explique-nous le terme. Ça n'a rien à voir. Que... Non, le gaullisme social, à un moment donné... c'est la rencontre entre un communisme fort et un général de Gaulle charismatique au sortir de la guerre. Parce que dans le fond, c'est ça. Et de Gaulle, qui est chrétien, fait la part belle au social, parce qu'en tant que chrétien, ça lui va bien en tant qu'économiste, tu veux. Et donc, c'est de ne pas maltraiter les gens, le gaullisme social. C'est considérer que la classe moyenne n'est pas qu'une classe productive, c'est une classe quasi poétique. C'est une classe idéale. Je me rappelle qu'en France, je débarquais dans la cuisine chez mes parents, il y avait ma mère, je lui dis, maman, on est riche ou on est pauvre? Elle répond, on est la classe moyenne. Je me rappelle que j'étais content parce que la classe moyenne, c'est comme le climat tempéré, ça permet de ne pas être écrasé et de ne pas écraser l'autre. Ce qui pour moi était l'idéal. Voilà ce que c'est que le gaullisme social. Un courant politique qui permet de ne pas écraser les autres et de ne pas être écrasé, et de considérer l'autre comme son alter ego, et pas comme son sous ou sur. Voilà. Enfin, si je dois résumer après, je peux te citer l'intéressement dans les grandes entreprises, mais plus le gaullisme social, c'est la sécurité sociale. Tu vois, il y a des choses, quoi. D'accord. Est-ce que ça serait pas une certaine forme de souverainisme qui est un peu sournois et qui s'accoutumerait à l'économie de marché, où finalement on trancherait plus entre des intérêts protectionnistes et d'un autre côté une économie de marché, enfin. Tu vois, c'est ça que je reproche un peu. Oui, mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis. Non, mais à ce moment-là, souverainisme sournois, tu peux qualifier de Roosevelt et de son économiste anglais qui a fait le New Deal d'économiste sournois. Bon, il était anglais, donc effectivement, il devait être sournois. C'est le New Deal. Qu'est-ce que c'est que économiquement le gaullisme social? C'est le New Deal. C'est du keynésianisme. On n'invente rien. Après, c'est l'application. T'invoques Keynes, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui va invoquer une politique de relance. Ils sont tous. Non, alors déjà, il y a Mélenchon, il y avait Philippot, il y a Dupont-Aignan, il y a tout. Si tu les additionnes, parce que là, ils sont éparpillés façon puzzle, mais si tu les additionnes, il y a quand même une bonne partie du corps électoral qui est pour un gaullisme social. Après, comme ils sont égocentriques, ils veulent rassembler autour d'eux, mais bon, donc c'est autour de moi, c'est comme disait Coluche, l'égoïste, c'est le gars qui pense pas à moi. Mais le gaullisme, si tu colles, à force de... Tu as Asselineau aussi, qui est un gaulliste social. Enfin, je peux t'en citer... Donc pour toi, finalement, l'Union Européenne, ça serait une menace à l'heure où... Non, l'Union Européenne... Faut toujours considérer tout comme un outil. Rien n'est un mal en soi. L'Europe, c'est pas mal. Là, en tant qu'elle est infiltrée, gavée de néolibéraux, et quand tu penses qu'en face de la Commission européenne, t'as la chambre des lobbies, car c'est quasiment la chambre des lobbies, bon, bah, tu te dis qu'à partir de là, l'Union européenne, en ce qu'elle est, elle n'est pas là pour nous. Et
Et c'est parce qu'elle est comme ça qu'on a ce qu'on appelle les populismes qui montent, l'extrémisme. Mais les premiers à les dénoncer sont ceux qui les ont fait émerger par le matraquage de la classe moyenne d'Europe. C'est par le matraquage de la classe moyenne européenne qu'on obtient le populisme. Donc qu'ils fassent pas semblant de pleurer. C'est les européistes sont le Victor Frankenstein et le populisme c'est le monstre Frankenstein qui leur échappe. On a l'impression aujourd'hui que Macron, qui est quand même très libéral, qui a été chez Rothschild, etc. Fait pas d'antisémitisme basique. Non, surtout en vertu de mes origines, je vois mal comment je pourrais faire l'antisémitisme, mais en revanche... T'es là aussi, hein. Aussi. Mais voilà, Macron se maintient aux élections européennes, les Républicains font un score qui est quand même ridicule, alors même que François-Xavier Bellamy avait fait une super campagne, enfin une bonne campagne, même s'il a été un peu trop embourbé dans ses thématiques. Non, il n'a pas été embourbé, on lui a tendu des pièges, il est tombé dedans, mais il était intéressant. Après, il faut être tolérant, même avec ses adversaires politiques. S'il n'aime pas l'IVG, qu'il est chrétien catholique, tu peux pas lui demander d'aller à l'encontre de sa propre pensée. C'est comme ça qu'il avait formulé. À titre personnel, l'IVG, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, on peut pas demander à un catholique d'être pour la partouze non plus. Il n'a pas perdu l'élection que sur ça. Et non, mais... en plus, il y a la revendication des Gilets jaunes qui continue, avec une importance beaucoup plus moindre qu'à ses débuts. Mais on se rend compte que, après tous ces mois de protestation, les gens non seulement n'ont pas été entendus, mais en plus, dans les urnes, on se rend compte que les gens votent pour des partis qui sont très libéraux, notamment pour En Marche. Alors je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Déjà, les Gilets jaunes, s'ils sont disparus, c'est pour la bonne et simple raison qu'on les a écrasés à coup de flashball, de lacrymo, d'arrestations, de jugements bien dosés, comme moi le pastis et l'eau, tu vois. Donc, quand tu fais un tapis de bombe sur un truc, après tu dis ah voyez il se révolte plus. Bah oui, à Guernica après le bombardement il se révoltait plus non plus. Pourtant c'était pas l'envie qui manquait, tu vois. Donc évidemment. Et après il y a eu un tapis de bombe psychologique avec le grand débat qui était moi Macron. Je vous ai... Avec le sommet, pour moi, ça a été Macron à main nue, 200 intellectuels, où ils avaient 2 minutes, et lui, il passait 2 heures à répondre aux 2 minutes, il ne pouvait pas reprendre la parole. Bon, si tu as les médias comme chambre d'écho, et que tu dis que les autres sont sûrement antisémites, homophobes, schizophrènes, skieur-alpins et nains de jardin, bon, à un moment donné, oui, dans les pays, il s'est passé aussi ce qui s'est passé en 68. 68, grand mouvement, grande manif où il y avait 1 million de gens, pro-De Gaulle, et dans les urnes, ils votent De Gaulle, quoi, tu vois. Donc, mais c'est la peur, parce que c'est pas les punks à chiens qui votent. Finalement, la révolution ne peut arriver que par les urnes, et étant donné que les protestataires ne votent pas forcément, il n'y aura jamais de changement. C'est ça que tu es en train de dire. Non, ce que je dis, qu'elle peut pas sortir, la révolution ne peut pas sortir de ces urnes-là. Comme disent les anarchistes, on ne sort pas d'un système aliéné avec des méthodes aliénées. Donc c'est pas cette démocratie qui n'en est pas, parce que déjà, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Comment ça, il n'y a pas de séparation des pouvoirs ? Parce que déjà, dans la Ve République, la chambre, l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement des desiderata du gouvernement. Pour une raison simple, c'est que les projets de loi suppléent aux propositions de loi. À partir de là, c'est pas la peine de s'emmerder. D'une. Deuxio, quand c'est le chef de l'État qui nomme les représentants du parquet, voilà, il y a eu quand même des avancées. Non, mais des avancées que, au lieu de 100 coups de fouet, il n'y en ait que 10. Comme disait, il y a une blague sur la CFDT. Quand on rétablira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. Je veux bien, mais à un moment donné, le fond de l'idée, elle est là, quoi. Et on parlait tout à l'heure du Front National et puis de l'élection à Perpignan, et surtout du déclin des Républicains. Mais Jean-Marc Pujol a félicité la décision de Laurent Wauquiez d'avoir démissionné. Est-ce que tu
penses que c'est prémonitoire dans le sens où lui-même va annoncer sa démission comme un acte courageux pour lui-même, ou est-ce que tu crois que c'est comme d'habitude un effet d'annonce et non, faut pas, non. Non, alors déjà, j'avais fait un pseudo-article qui faisait que Bouteflika écrivait à Jean-Marc Pujol pour lui dire de ne pas se présenter la prochaine fois, qui avait beaucoup marché par ailleurs. Et si Wauquiez n'aurait pas démissionné, il aurait félicité le courage de Wauquiez de ne pas avoir démissionné. Là, il se trouve qu'il a démissionné, donc il félicite le courage de Laurent Wauquiez de démissionner. Et je pense que pour Jean-Marc Pujol, tant qu'il y a des affaires à faire, il n'est pas question de ce seconde de partir. Parce que comme dirait mon père, quand tu as le pouvoir, garde-le, quoi. Ouais, enfin, il avait quand même annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat. Oui, non, mais Jean-Paul Alluy avait annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat. Je serais l'homme d'un mandat. Mais quand tu veux rester longtemps, tu dis, t'inquiète, ça va durer 5 minutes. Et d'après toi, il prendra le risque d'être le maire qui a livré la ville au Front National alors qu'il se dit rassembleur. D'après toi. Tu sais, il y a une différence fondamentale entre le réel et le discours, t'as remarqué? Donc, il peut dire ce qu'il veut. Il a peut-être des accès de sincérité, on peut pas non plus faire son procès, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Ah ouais, mais il faut, à mon avis, une bonne dizaine de verres d'anisette pour qu'il accède à cette sincérité-là. Non, le gars, non, c'est comme j'ai mon ami Julien Marion qui me dit, j'ai vu le maire et en off, il m'a dit, non, il se sert de toi pour faire courir le bruit qu'il dit ou il pense ça. Souviens-toi de cette interview, Nicolas, parce que s'il n'est pas réélu en 2020, tu pourras peut-être l'interviewer au moment où il prendra sa retraite. Bah oui, là en tant qu'historien, ça m'intéressera sincèrement. Là maintenant, il va m'expliquer, comme j'ai déjà dit, que parce que je croisais Christine Gavalda qui me disait qu'ils avaient un bilan globalement positif. Et en tant qu'habitant, t'habites ici, enfin t'habites dans le quartier, oui. Donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vraiment l'université au centre-ville, les choses qui ont été faites, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce quand même à Perpignan. Ah ben oui. Donc, en fait, ce serait un studio de cinéma qui ne produirait que des bandes annonces, Perpignan. Parce qu'on a eu le centre d'art Walter Benjamin, on a eu la fondation qui a fermé. Oui, il y a eu ça, il y a eu la fondation qui n'a pas ouverte. La fondation qui finalement n'a pas repris. Oui. Et le centre d'art aujourd'hui, c'est quoi? C'est la médiathèque qui a été délocalisée à Walter Benjamin. Voilà, dans des conditions, d'après le personnel, qui sont quand même pas les plus adéquates pour recevoir du public. Enfin, c'est pas la même architecture. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la culture aujourd'hui à Perpignan est bien Alors, avant de parler de la culture, est-ce qu'il y a vraiment une culture à Perpignan? Avant de parler de la culture, je vais parler de l'université parce que c'est un fait intéressant. Et c'est là qu'on comprendra l'expression, c'est dans le détail que se niche le diable. Faire venir l'université au centre-ville, depuis Barat, on en parle. Pujol l'a fait. Alors là, si je m'arrêtais de suite, je vote Pujol. Sauf que c'est quand même une bonne idée, tu peux pas le dire. Alors déjà, c'est pas la sienne. Donc il a réinventé l'eau chaude. Deuxio, il l'a fait n'importe comment. Mais comme fait Pujol à chaque fois. Pujol, c'est un gars, dès qu'il s'agit de construire ou détruire du bâtiment, et qui est du bâtiment, qui est du BTP, lui, il est partant. Après, que ça marche ou pas, après, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il va à Saint-Jacques mettre l'université, très bien. Mais c'est pas un quartier anodin. C'est le quartier gitan, maghrébin. Tu vas en amont négocier avec les habitants pour préparer à l'installation. Tu n'arrives pas comme la Wehrmacht pour installer ta commandanture et dire ça va bien se passer. Oui, parce que quand même, on a l'impression que les journaux traditionnels ont éludé la question des tensions qu'il y a pu y avoir au moment de l'université. Il y a eu quand même, au moment de l'ouverture, il y a eu des grilles qui ont été cassées, il y a eu des agressions. Il y a eu des agressions. Un vigile qui a eu le bras pété. Mais personne n'en parle. Ah ben non, parce que tout va bien. C'est une bonne idée, tu l'as dit, c'est une bonne idée. Donc à partir du moment, tu peux pas être contre une bonne idée, tu vois. Est-ce qu'il aurait pas fallu mettre la faculté ailleurs, justement sur la dalle Arago par exemple, ou la faculté de droit peut-être. Moi j'aurais à côté du palais de justice, sur un endroit beaucoup plus symbolique, pas trop loin des halles pour les étudiants, pas à Saint-Jacques. Non, si, mais tu aurais pu mettre la socio à Saint-Jacques. Ça aurait été très bien la socio à Saint-Jacques. Là, tu es direct dans l'école de Chicago, l'école de sociologie américaine. Tu es dans le bain, là, tu macères dans ton bain. Tu veux faire de la socio, gars. Welcome. Tu vois, mais pas les juristes là. Les juristes, ils sont bourgeois, prout-prout. C'est une caricature du juriste. J'y étais. Bon, j'étais déjà punk à l'époque. T'es un ancien bourgeois, alors.
Non, non, je suis un ancien punk qui a fait histoire après parce que j'étais plus chez moi en histoire. Mais bon, je les connais, ils sont déjà en costume, ils ont déjà l'impression d'avoir eu le pré-capa. Donc c'est pas fait pour ça. Et en plus, ils ont mis les masters là où tu as très peu de cours. Donc ils sont en présence réelle, ils sont entre 80 et 200. Et donc, et ils consomment pas ici. Donc c'est des conneries de raconter que il y aurait une marée humaine qui allait... Pourquoi c'est bien le retour de l'université au centre-ville? Pas parce que c'est bien l'université en soi. Rien n'est bien en soi. Rien ni bien ni mal. Ça n'est bien que parce que ça relance une dynamique au sein d'un centre-ville moribond par ses commerces. Voilà. Donc si t'as pas les étudiants quand tu réinstalles au rendez-vous et qu'ils ne consomment pas, on n'en a rien à foutre. Donc t'es libéral et t'es pas... Non, mais je parle de leur logique à eux. Dans leur logique à eux, il faut aujourd'hui que les commerces ont été relancés. Non, pas du tout. Par ce beau temps-là. Non, pas du tout. Non, parce qu'à un moment donné... Il y a quand même des initiatives dans la... Ouais, il y a des initiatives. Moi, il m'arrive de descendre mes poubelles aussi. Ouais, c'est vrai. Vers la place des Poilus, il y a quand même des Bordelais qui ont racheté des fonds de commerce. Quand même, Ah ouais, bah c'est rassurant si les Bordelais achètent des fonds de commerce. Comme disait mon ami Yann Bucois, le réalisateur belge, pour les Catalans, il y a toujours un pigeon qui se lève tous les matins. Donc que les Bordelais s'achètent, comme dirait le papé à Hugolin, dis-lui, pousse-le du côté qui va tomber, dis-lui que la rue des Augustins, c'est formidable, que les lapins et les coucourdes, c'est fabuleux. Mais vas-y, le Bordelais, rachète un truc. Est-ce que tu crois pas, toi, que l'investissement privé peut relever Perpignan au détriment de la mairie, quoi? Enfin, qu'on peut pas compter finalement sur la municipalité après des années. Mais rien n'est rien. Enfin, faut arrêter le privé, le public, c'est ni bien ni mal. C'est comment on le fait. Faut vraiment paramétrer au poil de couille près, quoi. C'est pas le privé c'est bien, le public c'est bien, ou c'est mal, enfin on s'en fout ça. C'est de l'argent. L'argent qui a des objectifs. Non, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi de la motivation, des idées, et puis une propension à se réunir ensemble et à décider ensemble de l'avenir d'une ville. Oh ça c'est bien dit, tu devrais te présenter. J'y crois. Non mais tu m'as convaincu, je vais voter pour toi Jordan. Non, ça c'est des conneries. C'est des conneries si tu veux. Comment ça c'est des conneries? Non, mais inventé un quand tu as dit public, quand tu dis public ou privé, tu ne dis rien. Parce que après, c'est une question qui est économique, qui est juridique, qui est géographique, qui est historique. Non, mais rien n'empêche Nicolas Caudeville et Jordi Lidl de monter une association culturelle. Tout comme certains acteurs culturels qui puissent se regrouper pour faire une forme de task force, un peu comme un shadow cabinet, comme enfin, tu vois ce que je veux dire, une espèce de contre-proposition dans l'inaction de la municipalité. Non, ça déjà l'archipel contre-attaque ipso facto le fait d'une part, et deuxio, mon père a cette phrase magnifique. Il me dit, tu peux avoir le plus beau discours du monde, face à la mer, tu n'entendras jamais que le cri des mouettes. Ouais, enfin, donc ici, c'est quand même les plus beaux discours qui ont fait à la fois les moments les plus magnifiques de l'humanité, mais aussi les guerres. Donc, non, mais en face, t'avais pas une ville à l'état de blob aussi. On s'est battu avec... Toi, tu penses que c'est Gotham City, en fait? J'ai tendance à penser que c'est Gotham City, ouais. Parce que moi, je vois... là, par exemple, tu prends l'Ubu. Ce sont des gens formidables. Puisqu'on utilise le matériel qu'a acheté l'Ubu pour l'Ubu TV. Je leur dis, pour dynamiser l'image, ça serait bien, on peut faire du direct. C'est un peu ta Back TV, quoi. La prône, la semaine d'après, j'avais ça. Tu vois? Après, on a des problèmes techniques à résoudre, notamment de Wi-Fi. Mais voilà, tu veux... quand j'aurais demandé ça à la mairie en leur expliquant que ça coûte rien, il y a l'ami Philippe Bringel, auteur de BD de son état, qui a demandé un local pour faire des ateliers BD. Il n'a pas eu de réponse, même pas un crowbar de fuck, tu vois. Il est venu ici, Claude a compris que c'était génial, et il lui a dit oui, et il a son truc, et il lui fait gratos. Voilà, alors que c'est à la mairie, quand il voit quelqu'un du talent de Philippe Bringel, dessinateur BD, de considérer qu'il est bon pour la ville d'avoir la possibilité d'avoir des ateliers BD pour les enfants, etc. Et ça coûte pas le prix d'un théâtre de l'archipel, tu vois? Parce que le discours sur la culture, parce que je sais que tu aimes parler culture, c'est un discours BTP.
J'avais une discussion avec François Calvet, que par ailleurs j'aime bien, monsieur le sénateur, qui était à l'époque encore maire du Soleil. Je lui dis, François, qu'est-ce que tu fais pour la culture? Il me dit, on a mis 9 millions d'euros pour le bâtiment du conservatoire. Je lui dis, mais François, je te parle pas BTP. Quand je te parle culture, tu sors pas ton revolver, tu sors ta bétonnière. C'est le baron de Rothschild qui disait quand le sang coule dans les rues, il faut savoir investir dans la pierre. Donc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le sang coule dans les rues de Perpignan et que finalement... Non, c'est la pisse qui coule dans la rue de Perpignan, pas le sang. Déjà, et Dieu merci d'ailleurs. Et à un moment donné, le baron de Rothschild avait des objectifs qui ne sont pas les miens. Je ne vois pas le monde avec le prisme du baron de Rothschild. Faut comprendre que moi je suis quand même petit-fils de cheminot, syndicaliste, petit-fils de directeur d'école. Donc t'es de gauche, pour te caricaturer. Non, je suis un pur produit de la Troisième République intellectuellement. Et je me veux une espèce de continuateur des hussards noirs, à ma manière évidemment. Parce que je pense que l'œuvre de la Troisième République, sauf pour la colonisation... Est-ce que tu as pour mission de civiliser les Perpignanais, d'avoir une mission civilisatrice alors? Ne me tente pas. Parce qu'il y a du boulot. Je crois que c'est plus facile pour l'Afrique que pour Perpignan. Mais j'ai connu une Perpignan il y a 20 ans qui était intellectuellement... Et il y a encore donc c'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. Il y a toujours une production intellectuelle forte. Sauf qu'avant, cette production intellectuelle, qu'elle soit musicale, qu'elle soit d'écriture, qu'elle soit philosophique, se fréquenter, travailler... C'est sûr, on a eu Brasillac qui s'était fait fusiller après la Libération. Mais il n'y a pas que Brasillac. Je sais que tu es un fan de l'enfant honneur, comme Jean-Marie Le Pen, mais il n'y a pas que Brasillac ici. Il y a Ludovic Massé, tu vois. Et on connaît plus Brasillac parce que Ludovic Massé n'écrivait pas dans... Je suis partout. Je te taquine. C'est vrai qu'on a une production culturelle qui est quand même riche pour une petite ville. On a une ville de plus de 200 000 habitants. Voilà. C'est quand même pas mal. Musicalement, les Liminianas. Qui sont demain à Ida Huolta. Voilà. Mais les Liminianas, même Cali. Moi, j'ai connu Cali quand il s'appelait Tom Scarlett, entre guillemets. Mais à l'époque, tout le monde se branlait de ce groupe-là. Et à partir du moment où il a signé chez Universal, tout le monde... laisser entendre qu'il avait toujours soutenu. Et donc, pour toi, si je comprends bien ton discours, on a investi dans la pierre et dans l'immobilier parce que ça rapporte plus que la culture, qui à court terme ne rapporte absolument rien, si ce n'est de devoir donner des subventions. Mais de deux choses l'une. Pourquoi est-ce que d'après toi, on favorise justement à tel point l'immobilier et la rente à Perpignan, quand on sait que le prix de l'immobilier à Perpignan est extrêmement faible par rapport aux autres villes, que des entreprises qui quand même sont... le sel des entreprises locales, oui, comme Fondeville, sont en redressement judiciaire. Mais qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier se casse la gueule. Ça rapporte pas beaucoup plus que la culture, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais sauf qu'ils ont trop tiré sur la corde de ce que appelait Henri Solence l'économie de la rente. C'est-à-dire que l'économie de la rente, c'est comme dans, on dirait, le Sud. Un jour, on sait qu'il faudra y aller à la guerre, on sait bien, tant pis pour le Sud. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont trop tiré sur l'économie de la rente, ça rapporte encore à certains, mais ça se raréfie. Maintenant, oui, l'économie... Non, mais moi, je suis même... j'ai fait de l'économie dans ma formation universitaire, et pas que. Et donc, j'étais même fils de commerçant à un moment donné, et donc je sais ce que c'est que le commerce, et j'ai rien contre le commerce. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça vraiment normal qu'à Perpignan, le lundi, tu aies énormément de commerces qui soient fermés? Enfin, je veux dire, c'est une problématique locale qu'on voit pas ailleurs. Non, mais il faut bien que les vendeuses de vêtements aillent nager sa nuit à la piscine au repas. D'accord, mais c'est parce que tu y vas pas que tu râles. Mais il y a le dimanche pour ça, mais on a l'impression que c'est un dimanche bis à Perpignan. Comment tu veux relancer l'économie si les gens ne travaillent pas Mais le problème, c'est pas le lundi. Le problème, c'est que toute la semaine, la ville est morte. Le lundi, c'est un détail, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, le lundi est un détail. S'il n'y avait que le dimanche, lundi, que la ville était morte, pouf, ça irait. Est-ce que c'est pas la défaite? Choucra de la vie, tu vois. Est-ce que c'est pas la défaite des notables et des gens qui n'investissent pas? C'est les quartiers. Alors, les notables, ils te font des grands discours sur la ville, mais ils viennent jamais en ville. Donc, mais parce qu'ils n'aiment pas la ville. Alors, regarde, tu prends le maire, il vit à Canoës, ou alors il vit à Marrakech. Les gens, même Codoniès et Agnès Langevin, dont on sait qu'elle va se présenter, ils vivent à Saint-Cyprien.
Tu as Clotilde qui vit ici, Clotilde Ripouille qui vit ici, Olivier Amiel qui vit sur le quai Vauban. Bon, eux au moins ils jouent le jeu, mais Louis Alliot, il est à Mias. Et bon. Rien contre Mias, mais. Non, mais à un moment donné, si tu veux connaître ta ville, tu y vis, quoi. À l'actif de Jean-Paul à lui, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était proche de la population. Enfin, voilà. Non, il n'était pas proche. Il aimait les gens, tu peux pas lui reprocher. Il aimait que les gens l'aiment, c'est pas pareil. Mais du coup, ça le rendait touchant. Il y avait un côté enfant qui voulait que tout le monde l'aime. Moi, je le trouve touchant. J'aime beaucoup Jean-Paul. Et Jean-Paul, c'est un garçon avec qui tu peux parler, si tu veux. Tu peux parler culture parce qu'il en a. Ouais. Le problème avec certains élus, c'est que tu leur parles culture, ils sortent pas leur revolver, ils sortent pas, ils ont un léger filet de bave. Parce qu'ils pour parler culture, il faut avoir lu des livres. Pas forcément, tu peux te cultiver en regardant des cinémas. Le livre, c'est un support. C'est tout, ça n'est que ça. Il ne faut pas prêter plus au livre. Après, il détermine un univers qui est différent du cinéma, par exemple. Tu vois ? Non, je suis assez d'accord avec toi, mais pas sur tout, hein, bien sûr. Oui. Sur cette partie-là, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Il faudrait qu'on donne plus à la culture. Je pense qu'à partir du moment où tu es candidat, tu passes un examen pour voir si tu as le minimum requis. Parce que j'ai pas l'impression que les candidats aient le minimum requis. Par exemple, il y en a qui sont très commerce du centre-ville. Il y en a qui sont très sécurité. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour le centre ? Non, mais on s'en branle. Non, on s'en branle pas. Attends. Non, mais c'est pas ça la question. Laisse dérouler ma réflexion. C'est pas parce que tu arrives à arrêter Comteroux et que tu es très centre-ville que ça te fera de toi un bon maire. Là, tu critiques Clotilde. Non, je critique pas. J'explique que gérer une mairie, ça va au-delà du commerce. Elle va pas être contente. Gérer une mairie, ça va au-delà de la sécurité, etc. Gérer une mairie, ça va au-delà de la culture. La mairie, c'est un univers entier. Donc il faut un minimum de culture générale pour prétendre à la gérer. Et il y a beaucoup de prétentions de ces gens qui voudraient être élus et qui n'ont pas, à mon avis, travaillé assez. Pour conclure, ma dernière question, c'est vrai que tu parles de la mairie, qu'il y a beaucoup de prétendants, justement, on a l'impression que c'est Game of Thrones, c'est le trône de fer. Oui. Justement, tout le monde va accéder au trône de fer avant Sauf que s'il mourait comme dans la série, il y aurait moins de prétentions. Mais toi, est-ce qu'on ne pourrait pas te qualifier de Corneille à trois yeux ? Parce que c'est vrai que tu es un fin observateur de la ville, et au final, tu n'as jamais été à la mairie, dans ton actif, tu as un engagement politique, mais beaucoup plus national, entre guillemets, que... Non, il est très local. Enfin, politique, non. J'ai pas d'engagement partisan. Est-ce que c'est pas toi qui vas être sur le trône de fer au final ? Tu le vois bien comme Nicolas le Rompu. Ouais, un peu comme... Il faudrait qu'il y ait un nain qui me fasse nommer roi. Un peu comme Bran Stark dans la série. Personne ne t'attend au final. Est-ce que c'est pas toi le fin tacticien qui il faut trouver la main du roi qui soit naine pour me nommer, ouais. Mais là, dans l'immédiat, c'est mal barré. Je connais pas encore le nain qui fera ça. Oh, il doit y en avoir. Moi, j'ai rien contre les nains. Après, je le sais pas pour toi. Non, moi non. Donc l'étier touche par terre, comme disait Coluche. Bon, et le mot de la fin, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose sur la ville ou même plus général ? Pourquoi je suis pas en mer alors que c'est un jour excellent pour être en mer ? Pourquoi tu n'es pas ? En mer, plutôt que parler de mer, pourquoi je suis pas en mer sur mon bateau ? T'es pas en marche, est-ce que tu seras en mer bourré bientôt ? Mais bon, t'as l'air quand même très attaché à le frigo, le but. Mais dès que je me barre avec le voilier, ça fait un bien fou. C'est vrai. Un peu comme Alain Delon en plein soleil, mais... oui, sauf que je vais pas noyer Didier Brazeau, ou que j'espère qu'ils ne vont pas me noyer, ouais. Bon, reste encore un peu avec nous à bord du navire perpignanais. Je ne sais pas s'il est plus proche du Titanic que du bateau de plein soleil, mais en tout cas, on te souhaite bonne continuation et puis on espère que les choses vont changer. En tout cas, c'était très intéressant de faire en sorte de t'interviewer alors que c'est toi qui es dans la peau de l'intervieweur et je dois dire que tu t'en es très bien sorti. Allez, bonne continuation, Nicolas. Merci, Jordan.